Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les débats avec vous sur Sud Radio dans ce 10h midi. Commentaire de l'actualité avec Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul. Bonjour, merci Bonjour, d'être Valérie. avec nous. Vous êtes membre du bureau national d'un truc qui s'appelle le PS. Vous êtes membre du bureau national du PS. Gilles Gansman est resté avec nous, journaliste média à Sud Radio et beaucoup plus encore. Et Jacques Miard est avec nous. Le retour, la rentrée de Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard. Oui, salut et fraternité. Salut et fraternité, maire de Maison Lafitte. Vous avez publié ce brûlot Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux peuvent voir votre livre que vous brandissez avec fierté. Vous allez être au gouvernement, Merci. Jacques? Pardon? Vous allez être au gouvernement? On vous a contacté? Moi, je ne m'embarque pas sur le Titanic. Bon, le ton est donné. On va revenir sur les débats Trump-Harris. On va parler de la constitution de ce gouvernement. Les ministres de gauche seront-ils présents? Est-ce qu'il faut des ministres de gauche? Est-ce qu'ils vont répondre positivement? La question de l'immigration, c'est une question, on l'a évoqué hier, qui évidemment s'invite dans le débat et qui va occuper Michel Barnier. Et on va commencer tout de suite avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Gilles. C'est un peu plus léger. On est dans la poursuite des médias. C'est un coup de cœur? Mais oui, c'est un coup de cœur ou peut-être un coup de gueule, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas encore vu. C'est demain que sera dévoilée Emily in Paris. Vous savez, la fameuse série. La 4e saison de Netflix où on voit un Paris tellement propre avec une boulangerie où ça sent bon le pain fait maison et non pas du pain industriel, Valérie. On voit ce Paris incroyable. On peut se balader et dans ce Paris incroyable, nous allons rencontrer Brigitte Macron, puisque Brigitte Macron a tourné dans Emily in Paris. Elle est fan évidemment de la série et la première dame avait été aperçue d'ailleurs et photographiée le 2 avril. Et donc c'est confirmé, elle sera bien dans la série Emily in Paris. Elle connaissait toutes les références et donc moi j'ai hâte de voir ce clin d'œil et de la voir. Évidemment ça crée débat, polémique. Est-ce que c'est son rôle? Je vois Alexandre qui dodeline de la tête. Oui, parce qu'il y aura un clin d'œil sur le fait que Emmanuel Macron est de 24 ans son cadet. Un des thèmes de l'épisode où elle est sera sur les Français aiment les femmes plus âgées. Ah voilà pourquoi. Voilà. Et donc comme on a un président jeune et sexy, je lis un texte. Et donc voilà pourquoi elle est dans l'épisode. Et donc c'est un coup de cœur. Vous parce trouvez que c'est bien. La femme de notre président est un exemple. Alexandre? Je n'ai pas vu les 3 premières saisons. Je n'irai sans doute pas voir celle-là. Bon, après, c'est du domaine de la vie privée. Elle est les premières dames. Son métier n'est pas codé. Si elle veut faire un peu de cinéma, si ça l'amuse, voilà, si ça fait vendre le film, et si ça fait plus beau Paris comme pendant les JO et que ça fait venir les touristes, écoutez, pourquoi pas. C'est une ode à la mode parisienne en particulier. Baptiste, vous avez regardé la série? Je connais pas la série. Je vais rattraper ça lors des prochaines vacances. C'est très j'espère que je ne m'attirerai pas les foudres du politiquement correct, mais c'est quand même très féminin, on va dire. C'est quand même très girly. Non, mais si on a le droit de dire ça. Comme Barbie. Dans ce genre de choses. C'est plutôt pour les filles. Dans ce genre de choses. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Les Français sont toujours très compliqués à saisir parce que ça serait Obama qui tournerait dans un épisode de Dallas ou dans un flic ou autre. On dira mais c'est génial, quel humour, tellement fabuleux ces Américains. Et là, nous, on le fait avec un clin d'œil de la présidente qui se fait entre guillemets un petit jeune. Et au lieu d'en rire en se disant ah là là quelle modernité, eh bien évidemment on est dans la critique. Comme toujours, alors qu'on admire quand dans l'autre côté il y a Obama qui danse. Non, mais c'est réussi, ça fait le buzz. Voilà, c'est réussi, absolument. bravo. Jacques Miard, vous êtes fan d'Emily in Paris? Écoutez, non, moi je suis pas fan parce que je crois qu'il y a une confusion des genres. Faut pas exagérer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les institutions, c'est sacré dans l'esprit des Français.
et faire ce genre de mélange et jouer. On a même vu un ministre, l'ancien locataire de Bercy, jouer également à l'Assemblée en féliciter celui qui tenait le rôle, je dirais, d'un ministre des Affaires étrangères. Tout ça, franchement, ça fait artificiel et ça n'a aucun intérêt. Moi, je vais me dispenser de perdre mon temps à aller voir cette série. Bon, Alexandre Malafaille, alors c'est votre 10e saison sur Sud Radio ? Mais oui. Donc c'est un petit coup de cœur personnel. Bravo. Et j'en suis d'autant plus fier que j'ai commencé mes armes dans des émissions, on va dire, politiques sur Sud Radio grâce à Juliette Rioufol, qu'il faut citer, qui m'avait repéré lorsque j'avais publié un livre avec Sinopia qui s'appelait Reprenons le pouvoir et qui était un manifeste en faveur du droit des Français à être bien gouvernés. Le sujet reste encore plus vif si on approfondit un peu le sujet aujourd'hui. Et le deuxième coup de cœur... Votre coup de cœur, c'est un autosatisfait. C'est surtout un remerciement pour le gouvernement. C'est un remerciement à Sud Radio parce que c'était chouette de m'avoir ouvert la porte et donné ma chance. Et je suis toujours là et je suis heureux de revenir à chaque fois. Et écoutez, on est ravis de vous accueillir. Néanmoins, vous avez un coup de cœur. Alors, j'ai un vrai coup de cœur qui concerne en fait le rapport qu'a présenté Mario Draghi sur la compétitivité de l'Union européenne. Alors, c'est un rapport qui vient après de nombreux rapports, mais on peut même remonter aux années 2010 où Michel Barnier avait écrit des choses très similaires. Mais là, il met vraiment les pieds dans le plat. C'est pas n'importe qui, Mario Draghi. Il a été président du Conseil italien, patron de la BCE. Voilà, c'est un garçon écouté, influent, intelligent, de très haut niveau. Voilà. Et il dit que l'Europe est en train de rentrer dans une espèce de phénomène de crise existentielle, qu'on assiste à une lente agonie de notre univers, voilà, qu'on n'aura plus demain les moyens, si on continue comme ça, de financer le modèle social européen, que le déclassement nous attend. Il reprend les mots de Bernard Cazeneuve qui parlait de déclassement en juillet. Alors, c'est un rapport de 400 pages qui rentre vraiment dans le détail des constats, mais aussi de ce qu'il faut faire. Il réclame un choc d'investissement en Europe, mais majeur, pour dire si on ne veut pas se retrouver très loin derrière et pour très longtemps avec les États-Unis et les Chinois qui nous auront ratatinés, piétinés, il faut investir 800 milliards d'euros par an. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que l'Europe se mette enfin à recourir à l'emprunt. Il faut choisir les domaines stratégiques que sont l'innovation, la décarbonation, la sécurité énergétique, voilà, tout ce qui est lié à nos dépendances stratégiques. Et il faut bien sûr lutter avant toute chose contre la bureaucratie, contre ces règles qui finalement freinent, empêchent, entravent l'initiative, qui obligent nos licornes, il a donné le chiffre de 30% des licornes en Europe qui au bout de quelques années finissent par partir à l'étranger. Il raconte effectivement qu'on n'a que 4 leaders mondiaux dans les 50 leaders mondiaux de la tech. Donc on est vraiment en train de sortir du jeu dans beaucoup de domaines. Voilà, donc il tire un ciel d'alarme extrêmement fort, il met des propositions sur la table, il encourage le regroupement des entreprises comme aux États-Unis pour fabriquer des groupes de classe mondiale. Voilà, il met tout ça sur la table. Alors évidemment, est-ce que ce sera suivi d'effets ? On n'en sait rien. En tout cas, à ce niveau-là d'effets et de qualité, on peut en tout cas dire bravo. Les premiers signaux venant de la Commission de Mme von der Leyen sont modérément enthousiastes, évidemment, même si elle est contente parce qu'elle avait commandé ce rapport, mais on voit bien qu'il y a toute l'inertie qui est derrière. Et puis il y a des pays qui malheureusement encore et toujours vont freiner. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des Pays-Bas, parce que ce système qui consiste à pratiquer de l'investissement pour encourager la croissance et au bout du compte favoriser aussi peut-être des pays qui sont un peu moins vertueux qu'eux sur un plan budgétaire, leur pose un problème. Mais si on le fait pas, et là où l'Union européenne aurait raison quand même d'aller dans cette voie, c'est le grand déclassement parce que les Américains pratiquent ça à fond. C'est-à-dire que le modèle américain, l'État américain n'hésite pas à investir, à s'endetter pour des financements de long terme. Et l'Union, qui veut devenir un continent qui ressemble un peu à un modèle de type américain, c'est un gros bloc, n'a pas le choix si elle veut effectivement éviter ce grand déclassement qui nous prend au nez. Jacques Miard, ça vous parle ? Ça me parle. Il y a 2 points majeurs avec lesquels je suis d'accord. Premièrement, la nécessité absolue d'avoir des investissements. Je l'ai dit, je l'ai répété. Lorsque vous prenez toutes les 1000 milliards de dépenses publiques en France, vous avez 3% d'investissement, alors qu'il y a un moment, il y avait 25% d'investissement. Et notamment dans les collectivités territoriales où on leur a coupé les ailes. Et ensuite, effectivement, il y a le handicap de la technocratie et des normes. En revanche, ce que pense monsieur Draghi, que je connais un peu, c'est qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ne voit pas les réalités politiques. Or, aujourd'hui, personne, en dehors de Macron, ne veut un emprunt. L'Allemagne a toujours dit que ça avait été l'exception au moment du Covid. Mais, en tout état de cause, je vous rappelle qu'un emprunt, quoi qu'il arrive, il faut le rembourser derrière. Et là, la France va certainement avoir, je dirais, plus à payer qu'à recevoir. Et donc, le système est pervers.
Deuxièmement, il y a une possibilité, effectivement, de retrouver des investissements dans ce qui fut le système qui a fonctionné sous la 4e et la 5e République, qui étaient les avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement. Et ça, c'est bien plus performant, c'est bien plus rapide. Alors bien sûr, c'est un problème qu'il y a à l'article 123 du TFUE qui l'interdit, ce qui est une imbécilité. Mais de toute façon, y compris toutes les dispositions proposées justement par l'emprunt, par Draghi, sont contraires au traité actuel. Donc c'est aujourd'hui, je dirais, c'est un plan sur la comète. Et donc je pense qu'il y a une nécessité d'investir. Alors là, il a 1000 fois raison. Je l'ai dénoncé depuis des années et des années, mais le système qu'il propose, à mon avis, est politiquement inatteignable. Il est contraire à l'article 5, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas confondre en politique, surtout au niveau de l'Union européenne, je dirais l'utopie et les réalités politiques. Et le rôle de Michel Barnier dans tout ça, justement? Oui, mais Michel, c'est très simple, je le connais par cœur, et je peux vous dire qu'il n'a aucune marge de manœuvre avec Bruxelles dans l'état actuel des traités. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est impératif de retrouver les avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement, et il faut mettre entre parenthèses, effectivement, l'article 123 du traité du TFU. C'est un peu techno, que je vous dis, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a d'une part ce qui a été signé à un moment où on a mis en place avec Maastricht les traités, et la réalité. Aujourd'hui, il faut appliquer la formule internationale rebus sextantibus, c'est-à-dire qu'on n'applique pas les conditions d'un traité qui est devenu obsolète. Bon. À noter quand même, par rapport à ce que vous dites, Michel Barnier est en train de réussir à négocier avec l'Europe notre dette et de décaler ce qu'on devait faire en septembre, à le décaler en 2 mois. Arrêtez. Pourquoi c'est du baratin? Parce que c'est uniquement une question de date, alors que le fond, il n'a aucune marge de manœuvre. Je peux vous dire que ce qui va se passer, c'est que les Allemands vont faire des bons de cabri, que les Néerlandais vont faire des bons de cabri, que les Autrichiens vont faire des bons de cabri. Il n'y a pas de solution à la dette française dans le cadre des traités d'aujourd'hui. Bon. Gilles, avant le journal, on vient d'apprendre une triste nouvelle. Ah oui, puis nous, on l'a beaucoup aimé tous les deux, Valérie. On a appris la mort de Didier Roustan, canois passionné, attaché évidemment au rouge et blanc, évidemment... c'est David Lisnard qui tweet l'information. Didier Roustan qu'on avait reçu pour son livre ici, il était resté, il était arrivé en avance, on avait pris un café et il était incroyable. Du foot, qui a compté beaucoup. Voilà, puis après, il était resté avec nous à discuter du football, de sa passion et autres. Je verrai comment demain, c'est un peu compliqué parce qu'on reçoit quelqu'un, mais on verra comment on pourra lui rendre hommage. Allez, demain. on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour continuer de débattre de l'information. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va évidemment revenir sur le débat Trump-Harris d'hier soir. On va parler de la composition du gouvernement avec la difficulté de trouver des ministres de gauche. On va revenir sur ce sujet de la professionnalisation des politiques. Ce sera intéressant d'avoir votre avis, Jacques Miard, suite à ce qui s'est passé autour du député Delogu, j'arrête pas de dire Delogu, qui sera d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain, et puis l'immigration évidemment qui est au cœur des débats. Alexandre Malafaille est dans ce studio pour débattre. Rebonjour, président du think tank Sinopia, Gilles Gansman, journaliste média à Sud Radio, Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, et vous avez publié Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse, et Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul. Alors on continue notre tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Jacques Miard, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour une fois, parce que d'habitude, je profite pour tacler diverses possibilités ou divers événements. Et là, c'est un coup de cœur à la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, sur le milliard d'investissements, je dis bien le milliard d'investissements dans les lycées.
Et hier, j'étais notamment à Évariste-Gallois à Sartrouville, où on reconstruit depuis 2 ans le lycée, avec les enfants qui sont accueillis. Et il y en a encore pour 2 ans. Il y a 83 millions d'investissements. Et donc, on voit bien qu'après, je dirais, il faut le reconnaître, je dirais une mauvaise gestion de la présidence précédente qui était à gauche, qui avait coupé de moitié les investissements dans les lycées. On voit là que la région Île-de-France met le paquet. Ouais. C'est le 3e programme d'investissement en France, derrière le Grand Paris, derrière les Jeux Olympiques, et maintenant vous avez les lycées parisiens, franciliens, d'une manière pas parisien seulement, et je peux vous dire que c'est étonnant, et je voudrais ici saluer cet effort en faveur de nos enfants, avec des problèmes qui sont liés. Par exemple, on voit que sur Paris, le nombre d'enfants diminue. Ouais. Et qu'ils viennent en province pour un tas de raisons. Oui, en région, banlieue, en région. Ouais. Et donc, on voit combien la région met le paquet. Et je tiens à saluer la présidente. On l'a beaucoup critiquée, on lui a dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Eh bien, c'est une excellente gestionnaire de la région Île-de-France. Et c'est pas du ressort de l'État, la rénovation des écoles? Pas du tout. Oui, non, mais j'apprends quelque chose. Mais non, Valérie, vous le saviez déjà. Non, mais je pensais. Non, mais je pensais qu'il y avait qu'il y avait une part, il y avait une part de l'État dans ces investissements. Alors, je vais vous donner la part de l'État. Ouais. Ce qui se passe, et d'ailleurs hier, c'était symptomatique. On a eu le proviseur qui a parlé, les 2 proviseurs, parce que le nouveau proviseur vient d'arriver. Ensuite, on a eu le maire de Sartrouville, bien évidemment, parce que c'est un lycée, d'ailleurs, dans lequel beaucoup d'enfants de Maison Lafitte vont. Et on a eu Valérie Pécresse qui a parlé, et c'est le recteur qui a terminé. Il a terminé pourquoi? Parce que c'est l'État qui paye, bien sûr, les professeurs. Mais tout ce qui est, je dirais, équipement, tout ce qui est dotation notamment en digital, etc., c'est le conseil régional. Comme nous, au niveau des villes, c'est nous qui, je dirais, prenons garde et investissons dans les écoles primaires et maternelles. Oui, et le département dans les collèges. C'est un peu compliqué. Oui. Baptiste Ménard, vous aussi, vous êtes très impliqué dans la vie locale, évidemment. C'est effectivement, on ne peut que saluer ce que vient de dire Jacques Méard. Écoutez, oui, j'apprends cette nouvelle. Je pense que c'est bien. Effectivement, on sait que c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra être attentif à ce qui sera au sort qui sera réservé aux collectivités territoriales dans le cadre des dotations de l'État en leur direction, parce que nous savons qu'effectivement elles agissent pour le quotidien de nos concitoyens, et Jacques Méard le disait avec justesse, les régions c'est les lycées, les départements c'est les collèges, et les communes nous le faisons pour les écoles maternelles et primaires, et c'est très important d'offrir un endroit de qualité pour l'enseignement de nos enfants, et ça me permet d'enchaîner sur mon coup de gueule, puisque c'est une étude du SNES FSU qui a démontré qu'il manque cruellement d'enseignants pour nos enfants. C'est au moins un prof manquant dans la moitié de nos établissements, qu'il s'agisse des collèges et des lycées. C'est un véritable drame, d'autant que nous savons que les différents ministres de l'éducation qui se succèdent très rapidement depuis quelque temps, à chaque fois promettent au mois de juin qu'il y aura un enseignant devant chaque enfant au mois de septembre. Et c'est même Emmanuel Macron qui l'a promis. Absolument. Et malheureusement, cette promesse n'est pas tenue, et cela pose un grave problème sur... Ça représente combien de profs qui manquent ? Je crois que c'est l'année dernière, je crois qu'il manquait 3000 postes qui n'étaient pas pourvus, et en particulier sur les disciplines de lettres et de maths, dont on sait bien qu'elles sont fondamentales. Est-ce que c'est la faute des ministres, ou est-ce que c'est la faute des vocations et des professeurs qu'on ne trouve pas? On se rappelle de ceux qui ont été appelés... Les concours qui ne sont pas... qui ne font pas le plein. On se rappelle du fameux dating, version dating pour trouver des profs. Donc, est-ce qu'il y a une vraie responsabilité des politiques, ou plutôt une responsabilité de comment les élèves se comportent avec les professeurs
professeurs et autres qui se font insulter et qui n'ont pas du tout envie de continuer. Non, mais c'est vrai, de continuer l'évocation parce qu'ils sont en zone difficile. Voilà, et puis vous retrouvez avec votre voiture avec les pneus crevés, les insultes et autres. La crise des vocations. Donc les politiques sont peut-être pas forcément responsables. Les politiques, me semble-t-il, sont responsables en grande partie parce que nous savons bien que la crise des vocations est liée aussi à la situation justement dans laquelle se trouvent les enseignants. Il y a un gros problème de recrutement, il y a un gros problème de formation, il y a un gros problème d'accompagnement, notamment des enfants en situation de handicap, des enfants face à de nouvelles difficultés comme la dyslexie, etc., sur lesquelles nos enseignants ne sont pas formés et se sentent parfois en grande difficulté et démunis. Nous le savons bien, toute la communauté éducative s'en plaint à chaque rentrée. Et puis, bien évidemment, il y a aussi la question du salaire. Eh bien, il faut mettre le paquet sur l'éducation nationale. Il faut redonner une formation de qualité aux enseignants avec, moi, je pense qu'il faut leur redonner la possibilité dans le cursus, parce que quand même maintenant on demande 5 ans, eh bien, dans ce cursus-là, il faut des stages. Moi, mes parents étaient enseignants. À l'époque, eh bien, il y avait, au fur et à mesure de la formation, vous étiez amené à être en situation devant les élèves et vous étiez accompagné par vos collègues, vos futurs collègues, qui vous donnaient des conseils. Aujourd'hui, on a parfois des enseignants qui arrivent au bout de 5 ans d'études sans avoir croisé un seul enfant et qui se retrouvent dans une situation difficile. Et par ailleurs, nous le savons aussi, lorsque l'on démarre sa carrière d'enseignant, eh bien, c'est souvent là qu'on est envoyé dans les établissements les plus difficiles. Donc, il y a peut-être aussi là une réflexion à conduire pour faire en sorte que les enseignants les plus expérimentés puissent prêter main forte dans ces établissements. Donc, on est passé de dégraisser le mammouth à un mammouth anorexique. Je vous laisse la formule, mais en effet, il y a un véritable problème, nous le savons bien, dans nos établissements, et en particulier, encore une fois, pour nos enseignants, parce qu'il y a aussi un certain nombre de fonctionnaires qui sont dans les administrations de l'éducation. Bon, peut-être qu'il faut regarder là aussi à plus de... Peut-être Jacques Miard, ça se passe comment chez vous? Il manque des profs? Alors, paradoxalement, la rentrée scolaire dans la ville de Maisons-Laffitte a été parfaite. Tout le monde était là, que ça soit nous-mêmes, etc. Il y a eu une création, une fermeture et une montée des enfants en maternelle. C'est nouveau. Mais il y a toujours un manque dans le primaire. C'est un problème de cycle démographique. Du côté du lycée Évariste-Galois où j'étais, le proviseur m'a dit que tous les professeurs étaient là. Ce que vient de dire effectivement Baptiste est frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'on puisse, je dirais, rendre la profession attractive, mais dans le même temps, il faut rétablir le principe d'autorité, et il y a un certain nombre de gamins que vous savez ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il est expulsé d'un côté, on le met de l'autre côté, et puis ça continue. Et donc il faut sortir ces perturbateurs et les mettre dans des unités spécialisées où on va leur réapprendre un certain nombre de principes, qu'on respecte les professeurs, comme on respecte les parents et comme on respecte l'autorité et la République. Et donc ça, il faut mettre ça en place. Et malheureusement, là, il y a, je dirais, certains laxismes de la part de l'autorité. Enfin, là, il manque de profs. On n'est même pas sur la question de l'autorité. C'est qu'il y a des élèves aujourd'hui... Oui, mais s'il manque de profs, c'est parce que la profession est devenue peu attractive. Absolument. Il y a un problème. Il y a un problème, bien évidemment, de salaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il faut faire respecter les professeurs. Et on a bien vu, d'ailleurs, le nouveau recteur que nous avons maintenant, je dirais, dans l'Académie de Versailles, je vous rappelle qu'il a remplacé quelqu'un qui avait été extrêmement maladroite vis-à-vis des parents qui se plaignaient d'un certain nombre, je dirais, d'attaques, etc., et de harcèlement, et qu'on a eu des drames. Donc, tout ça, c'est une chaîne. Tout est dans tout et réciproquement. Alexandre, un mot ? Sur la question de la revalorisation du métier d'enseignant, c'est indispensable. Le volet financier sera quand même compliqué à tenir dans l'équation budgétaire actuelle. On pourra toujours rêver d'augmenter les profs et de faire en sorte que leur rémunération soit vraiment attractive. C'est vrai que ça restera un levier important. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années, indéniablement, avec notamment des systèmes de primes ou la volonté de mieux rémunérer les enseignants qui travaillent en zone difficile. C'est sans doute pas suffisant. C'est vrai que ce sont des carrières qui sont assez linéaires. Une fois qu'on est rentré, la trajectoire est relativement plate. Donc ça reste
un gros sujet. Et comme on fait dans le contexte budgétaire, c'est compliqué. Sur la question de la restauration de l'autorité, on part de très très loin. On a depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on pourrait même remonter plus loin, cassé le rapport à l'autorité dans tous les domaines de la société, dans tous les compartiments de la société. Maintenant, c'est un constat qui est partagé partout, y compris à gauche. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que peut-être qu'effectivement, il va falloir un peu s'y prendre autrement, sans quoi, voilà. Sauf que c'est très loin, très long, je veux dire, de rétablir l'autorité, et ça part très vite, j'allais dire, en dérapage. Regardez ce qui s'est passé hier dans une école maternelle dans Paris, dans le 15e arrondissement. Ce qui s'est passé n'est pas bien. Mais bon, il y a une enseignante qui a perdu ses nerfs, et tout d'un coup, ça fait le buzz dans la France entière. Donc, je veux dire, ça veut dire que de toute façon, on ne peut rien faire dès qu'on fait quelque chose, clac, on se fait sanctionner. C'est comme quand un policier, à un moment donné, sort son arme et fait usage de son arme. La première chose qui lui arrive, c'est effectivement d'être mis en examen et d'être en tout cas placé en détention. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle a perdu ses nerfs. Et vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas valider le droit de taper un enfant. Je ne valide pas. J'invalide en revanche. J'invalide la polémique nationale sur un sujet pareil. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à partir du moment où vous mettez. Et ça a commencé, Gilles, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a un peu plus de 20 ans, quand pour une fois, il y a un prof, à l'époque, les pratiques étaient un peu différentes et il fallait les combattre. Je suis d'accord, mais pas n'importe comment. Il y avait un prof qui avait mis une gifle à un élève dans une classe et ça avait fait la une du 20h de TF1 ou d'Antenne 2 à l'époque, j'en sais rien. En tout cas, ça a fait la une. Et c'est à partir de là, moi je dis, c'est fini. L'autorité en classe est terminée. Si à un moment donné, il n'y a pas moyen de se faire respecter, alors évidemment, le fait de frapper un élève n'est pas la solution. L'autorité ne doit pas rimer avec violence. Je suis d'accord. Mais le procès qu'on a fait à ce professeur, j'en termine là, avec cette espèce de mise au pilori, et depuis a stérilisé le rapport à l'autorité. Et on ne sait plus faire parce qu'en fait, on a remplacé des pratiques qui étaient un peu fermes par rien à la place. Mais vous savez bien que ça vient aussi des parents. Les parents, ils vont voir, ils vont menacer les professeurs et les maîtresses. Il suffit que vous dites un truc à l'enfant pour que vous vous retrouviez avec les parents d'élèves et les parents. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais c'est même l'autorité au sein de l'école. Moi, j'ai eu une affaire personnelle qui a touché quelqu'un d'assez proche, qui avait un problème de harcèlement de sa fille en classe de 3e. L'autorité, le directeur, personne n'a rien voulu faire. Vraiment, c'est le papa qui est allé un jour à la sortie pour dire au petit con, pardonnez-moi pour l'expression, de 14 ans d'arrêter. C'est le papa qui s'est retrouvé en correctionnel. Oui, mais voilà. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Et on va parler du débat Trump-Harris. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi avec Alexandre Malafaye, Gilles Gansman, Jacques Miard et Baptiste Ménard. Un mot sur cet abominable procès des viols de Mazan. Et je voulais, moi, pousser un coup de gueule sur cet avocat qui a dit il y a viol et viol. C'est-à-dire pour justifier le fait que son client ait pu aller violer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, violer cette femme. Il dit oui, mais il ne pouvait pas savoir qu'elle n'était pas consentante. Donc de dire il y a viol et viol, j'ai envie de lui répondre, il y a avocat et avocat aussi. Voilà. Je trouve ça absolument, absolument lamentable. Parlons du débat Trump-Harris. Gilles nous a fait un zapping ce matin spécial Trump suite à ce débat Trump-Harris. Vous avez regardé, Jacques Miard, vous qui aimez bien les États-Unis, non? Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis assez stupéfait, je dirais, de l'engouement des Français pour une élection qui n'aura pas d'incidence, même si, de toute façon, on aura toujours un président des États-Unis qui défendra ses intérêts et pas les nôtres. Oui, voilà. c'est ça. Mais évidemment que ça aura des assurances sur le changement de la face du monde, quand même. Vous pouvez pas dire ça. Tu parles la face du monde. Vous pouvez pas dire ça. Ils sont impliqués dans chaque conflit sur le territoire européen. Vous sur Gaza, c'est eux qui mènent le jeu. C'est pas l'Europe sur Gaza. Oui. Vous n'êtes pas d'accord. Alors là, c'est très bien ce que vous dites, Gilles. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'il faut qu'on existe par nous-mêmes et qu'on colle pas au cul des Américains. Oui. Mais qu'est-ce qu'on ferait sur l'Ukraine et tout ça, vous pensez? Qu'est-ce qu'on ferait? Il n'y a pas de corrélation entre la taille et la puissance. C'est un problème de cohérence et de volonté politique. Mais enfin, il menace Trump, lui, de lâcher l'OTAN. Mais il lâchera rien du tout.
Parce que l'OTAN est une machine américaine. Mais là où je vous rejoins, je l'ai un peu dit hier, c'est la fascination qu'ont les Européens, en tout cas les Français et les journalistes en particulier, pour Kamala Harris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le bon, le méchant, et ils sont persuadés. Il y avait le caveau de 10 heures jadis, maintenant il y a l'élection américaine, tout le monde rigole. Ouais. Ça vous intéresse, Alexandre Malafaille ? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jacques Miard. Je pense que c'est une élection importante. D'abord parce que ce qui se passe aux États-Unis a souvent un impact sur nous quelques années plus tard, y compris sur un plan social ou sociétal. Deuxièmement, parce que ça reste la première puissance mondiale sur un plan économique et militaire, par exemple, et qu'évidemment, en fonction de leurs orientations géostratégiques, alors qu'ils sont souvent dans une dynamique de fond, que les présidents souvent prolongent le travail de leurs prédécesseurs, parce que en matière de géopolitique, ils sont pas totalement farfelus, et leur système, notamment sur le complexe militaire ou industriel, fait que tout ça est très structuré et très structurant. Mais comme ça a un impact, et tout le monde sait que si Trump arrivait à nouveau aux affaires, sur le conflit ukrainien, ça peut avoir quand même un effet relativement court terme. Et de la même manière, ce qui se passe en ce moment entre Israël et Gaza, il peut prendre des décisions, parce qu'il est absolument, ce personnage-là est vraiment quelqu'un qui est imprévisible. C'est ce qui lui est reconnu par tous les dirigeants du monde entier qui n'aiment pas cette gouvernance de Trump, parce que on ne sait pas sur quoi il peut s'engager. Après, sur le débat d'hier, moi je l'ai pas suivi, c'est vrai que c'est un peu tard, j'ai écouté comme tout un chacun quelques extraits. Bon, c'est des combats de coq, mais je veux dire version poids lourd, évidemment, parce qu'on est sur des fonctions extrêmement importantes. Il n'y a pas de chaos hier soir, mais il y a quand même Kamala Harris qui a marqué pas mal de points, comme victoire au point indéniable, et la confirmation que Donald Trump est quand même dans une dynamique maintenant qui vraiment est usée. C'est-à-dire qu'on est dans l'outrance, on est dans l'excès, on est dans il suffisait d'écouter ce qu'il disait il y a quelques jours quand il qualifiait ce jeune qui avait fait un carton qui avait tué 4 personnes. Il a mis des mots idiots, des mots de malades mentaux, etc. Mais une fois qu'il a dit ça, il a rien dit. On voit que je crois que le modèle Trump s'essouffle, et c'est l'avantage que peut en tirer Kamala Harris à ce stade. Et puis elle a fait une prise de guerre à l'issue, c'était Taylor Swift. Taylor Swift qui annonce son ralliement avec le poids qu'elle a eu. Je crois qu'il y a eu 6 millions de partages dans les 3 heures de sa déclaration. Ça, pour le coup, ça peut encourager des jeunes qui n'auraient peut-être pas voté à voter, et ça peut faire la différence, parce qu'une fois de plus, c'est un système où globalement il y a une partie des États qui sont quoi qu'il arrive acquis aux démocrates, une partie qui sont quoi qu'il arrive acquis aux républicains, et ça va jouer dans quelques États clés, ce qu'on appelle les swing states. Et là, pour le coup, c'est des inputs qui peuvent faire la différence. Oui, c'est ça qui est triste. S'il faut que ça soit Taylor Swift pour que les gens puissent aller voter, vous imaginez quand même. On a le même problème à la maison, Gilles. Est-ce que nous, c'est les Marseillais qui vont dire s'il faut voter pour Macron ou pas? Non, mais c'est impossible, cette société-là. C'est la vie politique américaine qui est vraiment effectivement très particulière. Nous, en France, on aurait une star qui annoncerait son soutien à tel ou tel. Je pense que ça ne ferait pas bouger un seul vote. On l'a eu quand même. On l'a eu pendant les dernières élections avec le RN. Il y a eu pas mal de prises de position quand même sur le barrage, le Front républicain. En barrage, mais pas, me semble-t-il, pas en adhésion. Après, sur le débat, effectivement, moi je l'ai pas regardé non plus. J'ai regardé quelques extraits ce matin. J'ai vraiment le sentiment que Donald Trump devient un peu un disque rayé. Il est toujours dans la logique de 2016, de 2020, toujours dans le déni par rapport à sa défaite, toujours dans une forme d'outrance et une incapacité finalement à saisir que l'adversaire a changé. On le voit presque regretter Joe Biden face à une forme de dynamique Kamala Harris. Alors une dynamique qui est liée finalement, je pense, plus à l'effet de surprise, parce qu'au final personne ne l'attendait. Elle a fait vite l'union du Parti démocrate derrière elle, et surtout Trump n'arrive pas manifestement à endiguer un certain nombre de départs au sein même de sa formation politique. Donc voilà, moi j'ai le sentiment que elle a montré, voilà. Enfin, non mais c'est il n'en reste pas moins qu'il a un vote profondément ancré, Donald Trump, et que les sondages le donnent. Les sondages sont toujours à touche-touche, vote gagnant. Non mais c'est avec une avance. Pour l'instant, dans les sondages, en tout cas que moi j'ai vu jusqu'à présent, Donald Trump reste favori. Il reste dans la course. Il reste dans la course, il reste favori, mais je pense que là, en tout cas, Kamala Harris, dont on avait dit que en 2020, elle avait eu un peu de mal dans les débats dans le cadre de la primaire démocrate, là, elle a quand même démontré une capacité à agir et une solidité. Après, est-ce que ça suffira? Nous verrons dans les semaines à venir. On peut rappeler, Valérie, puisque je suis journaliste média, le complément d'enquête de jeudi sur le chaos. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a fait France 2, c'est qu'ils ont interviewé
que des républicains, et c'est les républicains qui racontent comment ils ont été poussés par Trump à, au-delà de la prise du Capitole, à ensuite modifier, à tricher parce qu'ils ne voulaient pas quitter le pouvoir. Ce sera en deuxième partie de soirée. Et puis l'autre chose, ce que j'ai eu dans le zapping, on peut passer un extrait. Évidemment, il y a eu ce moment fort, puisque vous n'avez pas regardé le débat, où il a parlé, alors ce que je racontais ce matin, d'habitude on disait les étrangers vont manger les enfants, vont manger vos enfants. Et maintenant c'est les chiens et les chats. Les Haïtiens, il accuse les Haïtiens de manger les chats et les chiens des gens, d'aller chez les gens prendre leurs chats et les chiens. Écoutez cette... Oui, je voudrais juste ajouter... Plusieurs villes ne veulent pas en parler parce que c'est gênant. À Springfield, en Ohio, ils mangent des chats. Ils mangent des chats. Ils mangent les animaux des gens qui y vivent. C'est ce qui se passe dans notre pays et c'est dommage. Voilà. Oui, Jacques Méhard. Oui, moi je comprends que les Français peuvent, je dirais, suivre ces débats et on voit bien qu'il y a, dans les médias français, tels que je les ai entendus sur un certain nombre de radios ce matin, je dirais une appétence pour Harris. Ça me paraît évident par rapport aux remarques farfelues de Trump. Mais ce que je veux dire, quel que soit le président des États-Unis, n'attendez pas à ce qu'ils ne défendent pas leur intérêt et de manière brutale, avec les lois extraterritoriales, avec les procès, avec notamment, parce qu'il n'y a pas une politique étrangère américaine, il y en a 4 ou 5. Vous avez la CIA, le Pentagone, le département du commerce, le département de la justice, le département d'État en dernier, et enfin la Maison-Blanche. Et nous avons affaire à des gens qui, je dirais, violent très souvent le droit international. C'est aussi simple que ça. Et moi, en tant que Français, en tant que défenseur des intérêts français, je dis, ouvrez les yeux. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va parler dans un instant de la composition du gouvernement, de la problématique des ministres de gauche, des ministres socialistes. Mais je voudrais revenir sur ce débat qu'on a eu en toute fin d'émission hier à propos de Sébastien Delogu, député La France Insoumise, qui a été moqué sur les réseaux parce que lors de la commission des finances, il a lu avec beaucoup de difficulté un texte. Donc, toute la France Insoumise s'est indignée en disant que c'était du mépris de classe. Au-delà de ce qui s'est passé, c'est la question de la professionnalisation des députés et des politiques. Alors, est-ce qu'il faut avoir des gens de la société civile qui soient députés parce qu'ils représentent le peuple, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, quelque part, des gens qui soient capables de comprendre le fonctionnement de la République, des institutions? Ce matin, Rachel Keke a tweeté tout son soutien à Sébastien Delogu, qu'il sache lire ou pas, qu'il sache écrire ou pas, il est mieux que vous qui parlez ER, la langue de Molière, rempli de mensonges envers la population, etc., bourré de fautes d'orthographe. Alors c'est pas l'orthographe qui fait la qualité, mais on prend un Bérégovois qui était un ouvrier, il y avait quand même autre chose. Une histoire, un parcours. Et le fond de Delogu, c'est pas qu'il sache lire ou pas, c'est ce qu'il est au fond. Mais Valérie, si demain vous voulez conduire une voiture, vous avez totalement le droit, mais vous allez être formé, vous allez passer le permis, on va vous apprendre le code, on va vous apprendre des choses, et puis si vous ratez le code, vous allez devoir le repasser une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc c'est une histoire de formation, c'est-à-dire que c'est une histoire aussi de connaître à la fois le fonctionnement de l'Assemblée, avoir aussi des aptitudes quand on va à la commission des finances. Il n'était pas obligé. Non, il ne savait pas compter non plus. Et vous n'êtes pas obligé d'aller à la commission des finances. Vous pouvez demander que ça soit un autre collègue. Là, c'est pas. Il ne siégeait pas à l'Assemblée. Il siégeait à une commission. Donc c'est deux choses différentes. Faut pas mélanger être député, voter des lois, donner son avis et siéger à l'Assemblée où il
faut en effet représenter le peuple et aller à des commissions qui sont des choses techniques où les lois sont discutées derrière et qui sont deux choses différentes. Et j'en profite pour dire qu'il sera demain chez Jean-Jacques Bourdin dès 8h30. Vous en pensez quoi, vous qui avez été député, Jacques Miard ? Je pense que ça me rappelle, vous savez, la formule de Cicéron qui disait « Les sénateurs sont des hommes sages et le Sénat est une sale bête ». C'est-à-dire que la vie politique est raide. Voilà. Je voudrais dire aussi qu'on a eu un garagiste qui est devenu un excellent ministre des Finances. Oui. Vous savez, etc. Donc, il ne faut pas exagérer ça. Mais contrairement à ce que vient de dire Gilles, il n'y a pas de différence. Quand on est en commission, les commissions de l'Assemblée nationale concourent directement et encore davantage depuis la réforme que je n'ai pas votée de Sarkozy, c'est que c'est là où se fait le texte qui sera présenté ensuite à l'Assemblée plénière. Faut pas l'oublier. Bien sûr. Vous méprisez ma petite classe de journalistes, c'est ça. C'est honteux. Non, mépris de classe ou pas ? Non, mais je pense que ce qui est certain, Gilles, alors attendez, laissez terminer. C'est qu'il ne faut pas exagérer. Bon, il peut y avoir effectivement, je dirais, l'expérience est l'école de la République. Et notamment à l'Assemblée, au début, moi, quand je suis arrivé, j'étais le petit poussin et on y va doucement. Mais quand on prend ensuite de l'expérience, je suis devenu quelqu'un qui mâchait pas ses mots. Oui. Hein. Donc, il est évident que tout ça, ça monte en puissance et que si effectivement il y a eu un collègue qui s'est pris un peu les pieds de tapis, je dirais dans l'élocution, voire l'écrit, eh bien, il va apprendre. Et puis il avancera ou il disparaîtra. Ou il disparaîtra. Jacques, il était là à la précédente session. Hein. C'est pas un nouveau député. Hein. Il a été réélu. Il a été réélu, donc il a eu 5 ans pour. Non, mais alors, Baptiste Ménard, il me semble que c'est pas la question du mépris de classe. Moi, je considère que être élu, c'est une responsabilité. Il y a effectivement un temps d'apprentissage. Ça, on le sait tous. Moi, j'ai été élu en 2020. J'ai mis du temps à comprendre le fonctionnement de la collectivité, l'organisation des services, etc. Mais par contre, je pense qu'il y a... Et t'as travaillé. Et j'ai travaillé. Mais il y a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que... Et là, je rejoins un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, tous les deux d'ailleurs. C'est que le travail en commission est fondamental aujourd'hui. D'ailleurs, si cette histoire peut nous permettre de mettre l'accent là-dessus, c'est là que se fait le travail parlementaire. Donc c'est très important. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est pas le niveau d'élocution, même si c'est quand même un peu compliqué. Ce qui m'a plus gêné, c'est que on avait l'impression qu'il découvrait le texte qu'il lisait. Or, c'est une intervention politique. Or, nous sommes dans un débat éminemment politique. C'est la commission des finances. Nous avons aujourd'hui des problèmes financiers majeurs devant nous. Et oui, il suffit pas d'aller agiter un drapeau au sein de l'hémicycle pour faire députer. Faire députer, c'est travailler le fond des dossiers, etc. Et donc, moi, c'est visiblement, il ne connaissait pas le dossier. Moi, c'est plutôt ça qui m'a choqué, si vous voulez. Alexandre. Et puis après, je suis un peu nostalgique, effectivement, des politiques d'antan. Alors, ça fait pas très moderne, mais je trouve que voilà, être élu, c'est être exemplaire, c'est se mettre au niveau, c'est travailler dans l'intérêt des Français, et ce n'est pas juste faire des tweets ou des TikTok ou que sais-je. Oui. La qualité du personnel politique à l'Assemblée nationale en particulier s'est dégradée brutalement. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est l'élection d'Emmanuel Macron, qui était une surprise, avec un président élu, pas préparé en fait, et qui n'avait pas structuré quoi que ce soit pour aller chercher ses candidats, et donc qui a fait sur les 313 députés macroniens de la première heure, il y en avait 250 qui venaient de nulle part et qui avaient des profils assez proches de celui de Monsieur Delogu. Et ça, c'était pas effectivement tirer vers l'eau la compétence. Et la deuxième, c'était la fin du cumul des mandats, qui était une fausse bonne idée, où tout d'un coup, les partis politiques ne pouvaient plus aller piocher dans des maires qui pouvaient devenir aussi députés. Et donc, tout d'un coup, on a appauvri la personne politique, et ça ne s'est pas arrangé, parce qu'en plus, entre-temps, vous avez des partis politiques comme LFI qui sont arrivés avec des profils, et le RN aussi. Oui, le RN aussi. Une auditrice me dit bizarrement, Gilles ne parle pas de la députée RN qui s'est servie de son enveloppe pour ses besoins personnels. Mais c'est vrai, évidemment. C'est vrai. Partout, pour être très sincère, j'ai regardé lundi une bonne partie de la commission des finances et de l'audition de Bruno Le Maire et Thomas Cazenave. C'était un naufrage. Je veux dire, à part Charles de Courson et 2 ou 3 parlementaires, dont Jean-Philippe Tanguy du RN, il fallait écouter ce qu'ils racontaient. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils lisent. Ils essaient de faire des déclarations parfois sans trop avoir leur texte, mais c'est absolument inaudible et incompréhensible. On a les outrances des uns qui profitent du fait qu'il y a des caméras. Monsieur Lecoq, député LFI, qui à 2 reprises traite Bruno Le Maire de voleur. Bruno Le Maire qui dit, écoutez, si
j'étais pas sortant, je vous attaquerais en diffamation. Et il aurait raison. Voilà, c'est dialogue de sourds, ça ne sert à rien, et pourtant c'est là que s'élabore la loi. Mais c'est là l'autre paramètre qui a changé. Au-delà des deux paramètres que vous avez cités, le paramètre qui a tout changé, c'est l'introduction des caméras. Les commissions n'étaient jamais filmées. C'est l'introduction des choses qui sont en direct. Toutes les commissions sont en direct, sauf évidemment quand c'est le secret défense ou autre. Et que ces personnages, ces politiques qui étaient parfois des besogneux, entre guillemets, et c'est plutôt un compliment dans ma bouche, sont devenus des gens de télévision. Et pour de temps en temps faire du média training, ils savent très bien à quel moment il faut intervenir, à quel moment ils font le buzz, à quel moment ils peuvent parler. Et donc, évidemment, que tout ce travail parlementaire soit filmé maintenant a complètement changé la donne et changé les personnages. C'est exact. Quand vous avez les caméras... Mais c'est-à-dire que ça a donné le sentiment que parler suffisait à faire. Et ça, c'est dramatique, parce que la politique, encore une fois, et je pense que Jacques Millard ne me contredirait pas, quand on est parlementaire, on met du temps à comprendre les rouages. Bien sûr, c'est ça. Après, on travaille sur des thématiques sur lesquelles on est intéressé, on dépose des propositions de loi, parfois on arrive à la faire inscrire par son groupe politique au sein d'une niche, on le défend. Donc c'est un apprentissage. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que la politique est l'affaire de tous. Tout le monde peut faire de la politique, simplement, quand on en fait, quand on a la chance de bénéficier de la confiance des concitoyens, on doit travailler pour être à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Il devrait y avoir, si vous me permettez d'ajouter quelque chose, une espèce de validation de l'expérience et de la compétence. C'est-à-dire, je pense que pour arriver à l'Assemblée nationale, on devrait avoir à un moment donné un minimum de prérequis, parce qu'il s'agit d'aller fabriquer la loi. Ce n'est pas qu'une question de représenter les Français ou d'être simplement de voter les consignes du parti dans lequel on a la chance d'avoir été élu, mais c'est aussi d'apporter la compétence de fond. Et ça, ça s'invente pas. Donc un profil comme le vôtre, avec un parcours dans un territoire, dans une collectivité, et construire pour arriver à un moment donné à un niveau de maturité où on peut aller plus loin, ce qui arrive dans tous les autres univers. Là, tout d'un coup, on peut dire qu'on peut arriver à l'Assemblée, on fait du vélo, on peut aller à l'Assemblée, parce qu'on fait du vélo qu'on tient sur son vélo. Ça n'a aucun sens. Il faut remettre de la compétence dans la vie politique française. Jacques Millard. C'est tout à fait exact. Il faut travailler. Et Gilles, ce que a dit Gilles est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la médiatisation des petits mots et des vacheries qu'on se balance sont nocives. Et à mon avis, il faut s'en méfier, il faut tenir un peu sa langue et il faut montrer qu'on est capable de comprendre et d'œuvrer par rapport au texte pour ou contre, mais avec des arguments. Et donc, tout ça s'apprend, tout ça c'est une question de travail et il est exact qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'élus qui sont arrivés là par ce que j'appelle le concours de circonstances, par une vague, et ne sont pas toujours à la hauteur. Alors, en règle générale, ça tient pas longtemps, mais certains arrivent à revenir. Mais regardez Valérie, ce qu'on retient de ce qui se passe à la mairie de Paris, c'est des engueulades entre Rachida Dati au Conseil de Paris. C'est la même chose. Ce que vote le Conseil de Paris, le travail de ce qui se passe au Conseil de Paris, on ne le voit pas. Et ça aussi, c'est les caméras qui ont changé. Allez, on marque une pause et on revient sur la composition du gouvernement de Michel Barnier, qui est en quête de ministre de gauche. Qui acceptera d'aller dans ce gouvernement? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est avec vous jusqu'à midi. L'actualité, c'est évidemment la composition du nouveau gouvernement. Michel Barnier consulte, discute. Il dit avoir eu des contacts avec plusieurs personnalités de gauche. Le nouveau Front Populaire rejette en revanche l'idée d'entrer dans ce gouvernement. Et Olivier Faure, lui, refuse de lui parler tant que le discours de politique générale n'aura pas eu lieu. Baptiste Ménard, drôle d'opposition pour le PS et la gauche en particulier. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Premièrement, je voudrais dire que lorsque l'on est républicain, même si nous avons un désaccord, même si nous affirmons qu'effectivement nous censurerons le gouvernement de Michel Barnier parce que nous considérons qu'il ne tiendra finalement dans le temps que par la clémence et par la volonté de Marine Le Pen, je considère qu'on doit aller voir le Premier ministre, quitte à exprimer des désaccords, mais on doit accepter cette invitation. De la même manière, j'ai fait partie des socialistes qui ont dit qu'il fallait poursuivre les échanges avec le président de la République avant la nomination du Premier ministre,
pour tenter d'obtenir une cohabitation, pour tenter d'arracher des mesures sociales que nous aurions pu inscrire dans l'intérêt des Français à l'ordre du jour des mesures gouvernementales. Vous étiez pour l'élection de Bernard Cazeneuve. Absolument. Vous étiez un soutien fort à Bernard Cazeneuve. Absolument. Je considère que Bernard Cazeneuve est un homme d'État qui a montré ses capacités, qui a montré, et je vais y venir, qui a montré ses capacités lorsqu'il était aux responsabilités et dont le profil dans cette assemblée complètement morcelée aurait pu correspondre au moment, et encore une fois dans l'intérêt du pays et des Français. Il y avait d'ailleurs des macronistes, des gens de droite qui étaient prêts effectivement à ne pas le censurer et donc à lui laisser la possibilité de dérouler, si j'ose dire, pour les Français, avec une feuille de route claire. Il avait dit qu'il souhaitait revenir sur la réforme des retraites, il avait dit qu'il souhaitait un geste pour le pouvoir d'achat, et j'en passe. Je regrette, moi, que mon parti, le Parti socialiste, n'ait pas accepté l'amendement que nous avions défendu avec Hélène Geoffroy lors du Bureau national où j'étais présent d'ailleurs, et où nous avons demandé au parti d'inscrire dans notre communiqué que nous ne censurions pas par principe et a priori un gouvernement Cazeneuve. Le fait de ne pas l'avoir inscrit a donné la possibilité à Emmanuel Macron de, j'allais dire, saisir cette occasion pour dire, bah écoutez, dans ces cas-là, je ne nomme pas Bernard Cazeneuve. Je ne sais pas si c'était sa conviction ou pas. Toujours est-il qu'en tous les cas, nous avons manqué à notre devoir, parce que moi, mon sentiment, c'était que lorsque l'on est de gauche, lorsque l'on est engagé, on fait en sorte jusqu'au maximum, jusqu'au bout des possibilités, eh bien, d'obtenir, encore une fois, l'inscription de mesures auxquelles nous sommes attachés. Alors maintenant, Michel Barnier est aux responsabilités. Moi, j'ai du respect pour l'homme. En revanche, on voit bien que la pente sur laquelle il est n'est pas une pente de gauche. Je ne vois pas ce que des personnalités de gauche iraient faire dans son gouvernement. L'intérêt national, monsieur. Oui, mais l'intérêt national, c'est d'être présent à l'Assemblée nationale, de défendre ce en quoi nous croyons. Ce n'est pas de s'associer à un gouvernement dont nous voyons bien quand même. C'est quand même assez incroyable de se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que les LR est quand même l'un des partis qui a eu le moins de voix, le moins de députés, et qui aujourd'hui se retrouve à la tête du gouvernement. Nous voyons que, globalement, Emmanuel Macron veut poursuivre la même politique, veut garder les mêmes ministres. Pourquoi avoir fait cette dissolution? Donc vous dites qu'il ne faut pas y aller. Donc moi je dis qu'effectivement, nous ne devons pas participer au gouvernement. Je dis que nous devons être présents à l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir des avancées sur les sujets sur lesquels nous savons les Français préoccupés. Je parle du pouvoir d'achat, je parle du socle républicain, je parle des services publics, mais nous n'avons pas vocation à aller dans un gouvernement dont, vous le savez bien, aujourd'hui, il ne devra encore une fois sa survie qu'à la clémence de Marine Le Pen. Le jour où elle va appuyer sur le bouton, ce sera terminé. Le PS est d'une culpabilité extraordinaire. Parce qu'en effet, il a permis à Emmanuel Macron de ne pas prendre Bernard Cazeneuve, et je pense que ça l'arrangeait de fait, parce que là, on avait un homme d'État et d'autorité qui aurait sans doute tenu la dragée haute au président de la République et fait ce qu'il voulait faire dans une approche. Vous pensez que Michel Barnier ne le fera pas? Je pense que c'est différent, parce qu'en fait, le problème de Michel Barnier, c'est le problème, et c'est la deuxième faute du Parti socialiste, c'est qu'en fait, cette équation-là étant rejetée, le président de la République n'a pas eu d'autre choix que de choisir quelqu'un qui allait laisser un peu de porosité avec le RN. Et c'est là où le PS est fautif. Parce que si le PS avait joué le jeu de Bernard Cazeneuve, les Insoumis et le RN, ça faisait pas tomber le gouvernement en cas de censure. Et vous avez créé les conditions de ce rapprochement de la droite et de cette porosité avec l'extrême droite et de cette situation politique qui est désastreuse d'un point de vue politique, malheureusement. Alors après que vous censurez... Ils auraient pu voter la proportionnelle. Et la proportionnelle vous libérerait de LFI. Après que vous censuriez Michel Barnier sur son discours de politique générale, ça n'a aucun impact, parce que de toute façon le RN le soutiendra, ne serait-ce que pour pas précipiter trop vite la chute effectivement de ce gouvernement. Et après ça se jouera texte par texte, et j'espère que texte par texte, le PS petit à petit reprendra son indépendance politique, réglera ses comptes avec les Insoumis pour qu'on passe à autre chose, parce que là vous êtes dans une approche mais qui est mortifère, mais qui est en plus tellement décalée par rapport à la réalité attendue des Français que c'est délirant. Alors après attention, le groupe socialiste n'était pas forcément sur la position qui a été exprimée par... Ils auraient dû le dire en disant on votera pour Bernard Cazeneuve, et dans ces cas-là Emmanuel Macron n'aurait pas été dans la même situation. Non mais attendez, Alexandre, on voit bien quand même que c'est la quadrature du cercle et qu'il n'y a pas de solution durable à ce gouvernement quel qu'il soit. C'est évident. Donc on va petit à petit vers la crise de régime, et ça ne se résoudra que par la démission du président de la République et de nouvelles élections. Mais ça attendra un peu. Je suis même pas sûr que ça tienne au-delà
du budget qui va être innommable. Bon, donc il faut relativiser tout ça, il faut garder une certaine sérénité et avancer par petits pas. Je pense que de toute façon, le gouvernement de notre ami Barnier ne pourra pas durer car il est coincé. C'est aussi simple que ça. Il est coincé et donc on va pas y arriver et je pense que ça se terminera comme c'est prévisible. Vous savez, l'annonce aujourd'hui de l'homme que j'appelle les 80 km/h, c'est-à-dire Édouard Philippe, qui a annoncé que, bien évidemment, il annonçait sa candidature, c'est pas pour rien. Oui, mais Jacques, il pense qu'à plus ou moins courte échéance, le président de la République sera obligé de démissionner. Mais bien évidemment. Mais Jacques, évidemment. Il devra faire avec l'Assemblée actuelle. Oui. S'il démissionne. C'est la raison pour laquelle... Attendez. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, ça va pas venir tout de suite. Ah ben voilà, il y a 8 mois à attendre. Ça viendra, peut-être que ça peut aller... Parce que la démission interviendra peut-être uniquement en début de 25, c'est-à-dire à un moment où, bien évidemment, derrière, il y aura de nouvelles élections. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut s'en rendre compte. Et il faut pas croire qu'aujourd'hui, le Deus ex machina va tout résoudre et que Barnier a toutes les possibilités, qu'il prenne un tel ou un autre, etc. De toute façon, il y en aura toujours un pour dire on n'est pas d'accord. Et vous qui êtes du PS, est-ce que pour vous, Olivier Faure est toujours quelqu'un du Parti Socialiste ou c'est quelqu'un de la France Insoumise? Ouais, il est toujours membre du Parti Socialiste, c'est notre premier secrétaire. Maintenant, moi j'ai des désaccords majeurs avec lui. J'estime d'ailleurs que nous devons avoir un congrès pour trancher l'orientation politique. Écoutez quand même, on a fait les élections européennes en indépendance, seul, sous nos couleurs. Parce qu'on l'entend plus, Raphaël Glucksmann. Avec Raphaël Glucksmann qui fait sa rentrée politique au début octobre, donc vous allez l'entendre, ne vous inquiétez pas. Et nous avons terminé en tête de la gauche. Moi, je considère que nous aurions dû capitaliser, entre guillemets, sur ce bon score pour affirmer ce en quoi nous croyons et ce que nous sommes. Je considère que, je l'ai dit, donc j'ai aucun problème à le répéter, que l'alliance avec la France Insoumise pose une question politique, mais désormais aussi éthique. Moi, je suis très mal à l'aise et je condamne les dérapages quand on a Madame Chikirou qui nous compare à des punaises de lit, qui, toujours la même, partage une espèce d'hommage au chef du Hamas. Enfin, écoutez, il y a un moment où il faut quand même être sérieux. Qu'on appelle à l'intifada du vous avez un François Hollande qui accepte que son nom soit associé à cela. François Hollande s'exprimera aussi dans le cadre de ce congrès pour, encore une fois, clarifier notre ligne. Moi, je crois en ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes des sociodémocrates. Nous devons l'affirmer, nous devons dire ce en quoi nous croyons et nous devons désormais reprendre notre autonomie. En tout cas, c'est ma conviction. L'union de la gauche est un moyen pour transformer la vie de nos concitoyens, ça ne peut pas être un but en soi. Si vous voulez votre autonomie, elle est dans le gouvernement Barnier, alors, dans ce cas-là. Non, mais nous n'allons pas... Vous montriez votre autonomie. Quand on dit gauche de gouvernement, il y a quand même le mot gauche dedans, donc on ne va pas aller avec Michel Barnier. Si le PS était social-démocrate, ça se saurait pour l'instant. Juste un point pour répondre à Jacques Miard, c'est que je ne suis pas sûr que son scénario soit le bon. En tout cas, si le président devait être astreint ou contraint à une démission, c'est dans tous les cas de figure après que le RN aura choisi le calendrier, parce que c'est le RN qui décidera de faire tomber une fois, deux fois, trois fois un gouvernement et qui créera la crise de régime. Et ils vont observer le temps qu'il faudra pour se dire là c'est le bon moment, on y va, parce que derrière une présidentielle il faut la gagner, c'est pas pour la perdre. Ouais, et donc ni Carole Delga ni Monsieur Boismran, donc maire de Saint-Ouen, n'iront dans un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite. Voilà. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.